tout le travail, je voudrais retracer tout le travail que nous avons effectué, qui a commencé déjà par présenter un peu tous les enjeux environnementaux au niveau au niveau des mines d'abord, tout des mines de façon générale en Afrique, et ensuite présenter les enjeux. Après, nous avons essayé d'évaluer un peu les différentes dégradations qui peuvent avoir lieu sur les différentes mines, sur les mines en général. Et toujours, c'était suivi de certains cas d'études pour pouvoir avoir une idée plus ou moins de, de comment ça se passe et puis des avancées ou bien des impacts qui ont été faits. Et ensuite, nous avons passé, après avoir évalué tout ce qui était dégradation et autres, nous sommes passés au principe de restauration, les différents types de restauration qui pourraient avoir sur une mine. Et hier, nous avons essayé maintenant d'intégrer l'économie circulaire, c'est-à-dire on peut s'être réhabilité, parce que souvent on peut réhabiliter en proposant plusieurs techniques, quoi que ce soit physique, chimique et autres, mais nous avons décidé de mettre l'accent sur la réhabilitation qui prend en compte tout ce qui est écologique pour pouvoir aller dans les mêmes ordres d'idées que le développement durable. Et aujourd'hui, nous allons voir, et hier, maintenant, c'était au niveau de l'économie circulaire, pour voir un peu comment faire cette sorte de boucle en intégrant tout le monde, que ce soit les déchets que nous produisons, que ce soit la communauté, que ce soit l'État, les différents partenariats, voir quels sont les différents modèles que nous pouvons intégrer pour l'effectivité de l'économie circulaire. Donc, nous avons vu qu'au niveau de l'économie circulaire, d'habitude, les principes, on partait sur le fait d'études, d'extraits et puis de jeter. Mais cette fois, pour cette étude, dans le cas de l'économie circulaire, on s'est dit maintenant de valoriser de façon économique et puis de passer de renforcer le potentiel humain, le capital humain, qui est vraiment très important. Donc, du coup, pour les mines avant qu'ils disparaissaient ou bien après la fermeture, qui laissaient des espaces non valorisés, par l'économie circulaire, on décide de réutiliser ces déchets-là pour pouvoir développer plusieurs aspects, que ce soit en agronomie, que ce soit en énergie renouvelable et que ce soit même en écotourisme. Et on avait vu qu'il y avait certaines entreprises qui avaient mis en place un mécanisme, une sorte de symbiose pour pouvoir travailler entre elles, c'est-à-dire la société minière produit, elle va produire certains déchets et il y a une autre société qui valorise ces déchets-là, soit ça peut dépendre, ça peut être dans tout ce qui est pour le méthane, ça peut être dans tout ce qui est, comme on appelle même agriculture et autres, mais pour pouvoir créer une sorte de boucle. Et l'un des avantages qui était concret, c'est l'employabilité qui est effective. Il y a de l'emploi qui est créé pour la jeunesse, que ce soit même pour les habitants du village. On a même vu que cet impact ne se limitait pas seulement à la petite communauté, mais pouvait aller plus loin en parlant, on a parlé de finances vertes, on a parlé de toutes ces organisations qui mettent en place des fonds de restauration qui peuvent être utilisés par notre communauté et qui sont généralement des sources de carbone qui peuvent être vendues à travers le monde parce que c'est différent. Ce carbone est acheté par des grandes entreprises qui sont vraiment considérées comme des entreprises qui polluent l'environnement. Donc aujourd'hui, pour cette dernière séance, nous allons voir un peu les aspects juridiques, politiques liés à la restauration minière en Afrique. Voilà, c'est clair. Avec ces différents aspects, je vous disais que au niveau de la mine, tout le monde a son mot à dire. Tout le monde rentre en jeu dans tout ce qui est mine. Ce n'est pas seulement ceux qui ont fait les mathématiques ou bien ceux qui s'y connaissent uniquement en principe géologique. Non, non, c'est tout le monde, tout le monde qui rentre dans le principe dans tout ce qui est mine. C'est pour ça les mines, lorsque la mine se porte bien, tout va bien. Mais même après, il y a aussi des avantages qui peuvent être effectifs, comme on a parlé des principes de réhabilitation. Donc aujourd'hui, on va voir les enjeux. Et
on va essayer de présenter un peu le cadre et voir un peu quels sont les différents types, c'est-à-dire avant même de parler d'aspects juridiques, c'est clair que ce n'est pas seulement, au niveau d'aspect juridique, ce n'est pas seulement nos pays ou bien nos États qu'il faut considérer maintenant, mais même au niveau de nos communautés, de nos villages, il y a cet aspect juridique-là qui est mis en valeur et qui a même son mot à dire dans le principe de restauration des sites. Donc, on va présenter le cadre juridique minier de façon générale en Afrique, après l'étude d'impact et les réglementations. Parce que au cours de mes différentes présentations de modules, j'ai eu à parler de l'étude d'impact environnemental, mais cette fois, qui est revue autrement, qui prend en compte vraiment la société, c'est-à-dire le côté, l'économie et la communauté. Après, nous allons voir un peu le rôle des États et des communautés. Je reviens encore dessus. L'intégration de la communauté, des communautés locales, c'est vraiment très, très important. On ne peut parler des mines, de restauration et même de l'activité minière sans inclure la communauté. On va voir un peu le cadre juridique qui les prend en compte. Ensuite, on va présenter certaines études de cas, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Botswana, que ce soit en Afrique du Sud ou même au Burkina. On va essayer de présenter certains cas, et même le Maroc, avec la mine de Gerada, qui est la mine de Gerada qui est appelée mine de la mort. Voilà, c'est une mine de charbon. Donc, pour ceux qui sont au Maroc, certainement d'autres viennent de cette région-là, ou bien d'autres ont déjà visité cette région, mais qui est une mine qui a fermé, bon, qui a fermé dans les années 2000, je ne sais pas bien, mais qui a des impacts qui se font toujours sentir, et même, je crois, il y a des formes même d'exploitation illégale qui continuent toujours. Et ensuite, nous avons présenté un peu les défis. Voilà, parce que c'est très important. Il faut savoir que on parle en même temps de sustainable mining et puis en même temps, on parle en même temps de préservation de l'environnement, de lutte contre le changement climatique et puis en même temps, on parle d'intégrer tout ce qui est IoT, IA. Donc, du coup, c'est comme si on demande plein de choses à nos États et même nous-mêmes, on est exigeant envers nous-mêmes. On veut en même temps protéger et en même temps se développer. Savoir que le développement va aller avec certains impacts négatifs, mais qui peuvent être contrôlés. Et ensuite, on va conclure et après se dire au revoir. Et si possible, pour les questions et échanges, c'est clair que voilà, nos différents comptes sont ouverts pour pouvoir échanger. Donc, comme objectif en ce jour, c'est d'analyser les cadres juridiques et politiques régissant la restauration minière en Afrique, d'évaluer l'efficacité des mécanismes réglementaires d'études d'impact environnemental, de comprendre les dynamiques entre États, entreprises, communautés dans la gouvernance minière. Là, hier, on parlait des 3 P, partenariat public-privé. Donc, ça prend en compte cet aspect-là aussi, d'identifier les meilleures pratiques législatives et leur transférabilité, c'est clair. On peut avoir une idée. Aujourd'hui, peut-être on est étudiant ou bien peut-être on travaille, mais on se dit on n'a pas un aspect, on n'est pas pour le moment influent, mais c'est toujours bien d'avoir des idées qui peuvent, du jour au lendemain, qui peuvent être mises en place par nous-mêmes. Et même, pas forcément avoir un caractère influent, mais même dans ma région, si par exemple, il y a déjà des mines qui sont déjà en activité, ça nous donne déjà une idée de comment pouvoir mettre de la pression à ces différents cycles-là pour pouvoir nous-mêmes penser à notre développement humain. Et ensuite, développer une vision critique de la souveraineté environnementale en contexte minier. Donc, au niveau des réhabilitations ou du moins de tout ce qui est restauration minière, il faut prendre en compte que c'est vrai que nos États ont décidé de mettre en place une législation qui va prendre un peu tout le monde en compte, mais c'est toujours bien de savoir qu'il y a déjà des systèmes qui existent. Et l'un des systèmes que nous connaissons qui prend en compte la tradition, c'est vrai, il y a la modernité, mais il y a la tradition qu'il faut prendre en compte. Il y a les héritages coloniaux qui ont été laissés, et puis même les défis au niveau des gouvernances. Donc, si tous ces cadres-là, on essaie de mettre en place pour pouvoir établir un principe de juste milieu qui va tous permettre à nos
que ce soit l'État et le privé, de pouvoir sortir gagnant de ce partenariat. Donc, les photos qui sont mises ici, c'est un peu les différents séminaires ou conférences auxquelles j'ai participé, qui parlaient de tout ce qui était développement, ce qui était développement durable et également réhabilitation, ou du moins les activités extractives. Ça, cette photo-là, c'était un forum qui était organisé dans la capitale, ici en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, où un forum a été organisé avec les industries extractives et toutes les communautés, que ce soit les ministères et autres, qui avaient été invités, qui participaient pour présenter un peu l'État. C'était panafricain. Donc, il y avait plusieurs pays qui étaient représentés, où les différents pays ont essayé de présenter un peu le cadre légal de tout ce qui était restauration minière au niveau de leurs différents pays, que ce soit le Mali, la Guinée, le Maroc. Il y a eu même le Canada qui a partagé son expérience, la France et l'Afrique du Sud. Donc, c'était un peu dans ce cadre-là, ce cadre de discussion-là, pour pouvoir partager les expériences. Et même, il y avait les représentants des communautés locales qui étaient présents, ainsi que les différents ONG. Je rappelle que c'était organisé par une ONG. Donc, tout le monde était là, où il y avait des partages d'expériences. Et puis, c'est clair que des mesures ont été prises et signées par les différents ministères, que ce soit le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture qui était représenté également. Et même en Côte d'Ivoire, il y a maintenant des guides de restauration minière qui ont été mis en place. Je crois que c'était en cours de validation et je crois que c'est validé maintenant. Voilà, pour pouvoir accompagner tout ce qui est réhabilitation des sites. Donc, ici, c'était juste un forum qui avait été organisé ici à Abidjan, qui était Maroc-Côte d'Ivoire, où l'objectif était de partager un peu la vision des différents pays sur tout ce qui est mise en place des entreprises et même intégration de la communauté locale, et puis perspective de développement, que ce soit au niveau des industries minières ou bien des industries agroalimentaires, même agro-industrielles. Donc, c'est toujours ces cadres-là. Peut-être on s'est dit, on n'a pas de mot à dire, mais c'est toujours bien de participer à ces événements-là pour pouvoir avoir son mot à dire, pour pouvoir même avoir une idée de quelles sont les démarches ou du moins les luttes qui ont été déjà menées, et puis comment pouvoir axer les nouvelles luttes. Mais au niveau cependant, au niveau de l'Afrique, il y a un cadre qui est créé pour accompagner cela. Mais tout en prenant en compte que chaque État est souverain. Voilà, chaque État est souverain. C'est vrai qu'on a des accompagnements, mais on s'est dit que, bon, au niveau de l'Union africaine, on va mettre en place une structure qui va essayer d'accompagner tout ce processus-là. Parce que lorsqu'on parle de développement, comme je dis, on ne se développe pas seul. Donc, c'est avoir une politique commune pour pouvoir impacter positivement le monde. Donc, c'est ainsi que l'Africa Mining Vision a été créée en 2009, mais révisée, et qui prend en compte 3 grands axes, qui est au niveau de la partie socio-économique, la partie des impacts environnementaux, minimiser les impacts environnementaux, et puis la gouvernance transparente. Donc, au niveau de la maximisation des bénéfices socio-économiques, on parle de transformer de façon locale les minéraux, c'est-à-dire transformer sur place. C'est vrai que lorsqu'on entend ça, il y a de quoi se poser des questions parce qu'il y a des enjeux encore à relever lorsqu'on prend pour des mines de cobalt, des mines d'uranium, de cobalt au Congo, des mines d'uranium au Niger. Et même, je crois que maintenant, je lisais un article récemment où j'ai vu que le Maroc maintenant est exportateur de cobalt parce qu'il y a une mine de cobalt qui est, je crois bien, qui est en exploration, je crois bien. Donc lorsqu'on voit ces enjeux-là et l'utilisation du cobalt ou bien même de certains aspects comme le lithium qui sont utilisés dans pas mal d'aspects industriels, on se dit que la transformation locale, ça va nous créer de l'emploi, mais ça sera toujours bien de repenser ce modèle pour que la population ou bien le pays soit gagnant dans ce processus-là. Donc, un contenu local renforcé, et puis développement du capital humain, c'est-à-dire formation technique. Parce que souvent, on se dit, ah non, les mines,
la mine vient s'installer, non, il n'y a pas de main-d'œuvre, mais non, il faut accepter de former, il faut accepter de former. Et généralement, dans les plans des mines, il y a toujours l'aspect formation. Cet aspect-là est toujours mis en valeur. On ne vient pas juste extraire la mine pour partir, mais non, il faut prendre en compte la population qui vit sur ces lieux-là. Et même pour aller plus loin, il y a certains pays, on va voir un peu plus en avant, mais par les échanges, les partages d'expérience, il y a certaines mines qui, en venant s'installer dans la région, offrent des bourses comment on appelle ça là, offrent des bourses aux étudiants ou bien aux élèves de la région pour pouvoir aller soit à l'étranger ou bien pour pouvoir accompagner leurs études. Donc, il y a ces mines-là qui ont ces projets, qui ont ces programmes-là de développement qui aident les communautés vraiment. Et puis, c'est aussi une forme de formation, de développement du capital humain qui est là. Parce que plus on a des formés, on a des lettrés, plus on a des connaisseurs, c'est la région qui se développe également. Et ensuite, il y a l'un des points qui est minimiser les impacts environnementaux. Et on a parlé d'économie circulaire, c'est là. L'économie circulaire, en gros, c'est ça, c'est la réduction du déchet. La réduction des déchets, donc ici, c'est réduction des déchets de 80%. C'est clair qu'on ne peut pas faire à 100% parce que tout n'est pas utile dans la production des déchets qu'on a, mais on se dit de réduire au maximum pour réduire l'empreinte, dégradation. Et la restauration obligatoire. Donc, il y a des standards internationaux, donc la restauration doit être obligatoire. Et la compensation biodiversité. Donc, certainement, maintenant, dans la partie socio-économique, les sociologues, il y a pas mal qui s'y connaissent dans cet aspect-là. Comment pouvoir accompagner les populations ou bien les États dans le processus de compensation, que ce soit même avec les communautés et autres, et même tout ce qui est réhabilitation. Donc, il y a des normes qui sont là et les États et les communautés accompagnent cela à travers Africa Mining Vision. Et nous avons la gouvernance transparente. Ça, c'est clair que beaucoup reste à faire, mais il faut savoir. Donc, dans la gouvernance transparente, il y a la publication des revenus. Il y a la publication des revenus. Et c'est clair que c'est pour ça qu'il dit que c'est très sensible parce que la publication des revenus, ça parle vraiment, c'est pas juste publier tes revenus pour publier, mais publier les revenus exacts. Et la participation citoyenne avec justice distributive et partage équitable des bénéfices. Donc, on va voir un peu tout ce qui est participation citoyenne en général, mais on se dit que normalement, que ce soit les communautés, on verra les cas de certaines mines, que ce soit au Mali et autres, on se dit que certaines communautés, comme on appelle la communauté, est libre de pouvoir participer, est libre de s'exprimer sans qu'il y ait des contraintes et autres. Donc, c'est pris en compte. Et on oblige les entreprises à pouvoir inclure la communauté dans le processus de gouvernemental minier. C'est obligatoire parce que la communauté ne peut pas être en dehors. Donc, la communauté doit faire partie de la politique minière pour pouvoir faciliter les échanges entre le reste de la population et l'entreprise. Et la justice distributive et partage équitable des bénéfices. C'est clair que là, il y a beaucoup à dire, mais c'est un peu en ce sens-là que on sait tous que les mines, par leur présence, il y a beaucoup de conflits. On verra après les différents types de conflits qu'il pourrait y avoir. Mais donc, déjà, ces différents types de conflits-là ont déjà un processus de médiation qu'il faut suivre. Et généralement, dans cette politique African Mining Vision, c'est déjà mis en avant. Il y a un processus clair pour accompagner cela. Donc, au niveau de l'harmonisation régionale, que ce soit les politiques minières, on va prendre ici le cas de l'Afrique de l'Ouest et puis de l'Afrique australe. Donc, ici, l'Afrique de l'Ouest, vous en parlez, il y a des critères que l'Afrique de l'Ouest a définis au niveau de la CEDEAO, parce que c'est pas toute l'Afrique, c'est pas tous les pays qui appartiennent à la CEDEAO, mais au niveau de la CEDEAO, qui sont certains pays de l'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, on oblige qu'il y ait une étude ou bien des études
d'impact environnemental. C'est très, très important. Et on se dit, pour toute étude qui est supérieure, pour tout projet qui est supérieur à 50 millions de dollars, il doit avoir obligatoirement une étude d'impact environnemental. L'étude d'impact environnemental a un rôle bien précis parce que c'est l'aspect acceptabilité et puis quelles sont les modifications. Par exemple, une mine qui vient s'installer, quelles sont les modifications et quel est l'impact positif comme négatif que cette mine peut avoir. C'est-à-dire, quand la mine vient s'installer, il y a la pollution de l'eau, il y a l'eau qui sera, peut-être il y a l'eau la rivière de la zone qui pourra plus être consommable. Il y a les habitats qui seront détruits. Il y a des terres qui seront occupées de façon illégale. Nous tous, on sait que combien de fois tout ce qui est politique terrain, ça engendre beaucoup de palabres. Donc, on se dit, on ne peut pas accepter que nos terres soient appropriées de façon illégale. Donc, l'étude d'impact environnemental vient essayer de résoudre tout ça là pour comprendre un peu le mindset de la population qui vit dans cette zone-là et puis l'acceptabilité même de toutes ces modifications, oui ou non. Parce qu'il y a d'autres régions qui refusent, par exemple, que la mine vienne s'installer. Elle ne veut pas du tout, soit parce que c'est une forêt sacrée. Et ça, en Côte d'Ivoire, bon, certainement, il y a certains eaux et forêts qui sont là. Ça fait partie des critères. Tout ce qui est forêt sacrée, on ne touche pas. Voilà, ces forêts sacrées, ça fait partie des us et coutumes de la population. Donc, même si il y a des kilos, il y a des tonnes d'or, normalement, c'est une forêt sacrée. On ne doit pas toucher, on ne doit pas avoir accès. Donc, il y a tous ces aspects-là. L'étude d'impact environnemental est menée pour pouvoir accepter, pour pouvoir comprendre aussi le projet, la faisabilité du projet. Et en même temps, toute mine qui vient s'installer vient avec son plan de fermeture et même son plan de restauration. Donc, c'est tous ces processus-là qu'il faut accompagner et même les sanctions qui vont suivre si le processus n'est pas respecté. Vous voyez certainement, il y a dans certains pays où on dit quelques années après, on poursuit telle mine parce que pour les dégâts causés sur un site. Donc, il y a ces cas de figure-là, il y a une réglementation. Et même au niveau de l'Afrique australe, on va voir l'Afrique australe qui prend en compte pas mal de pays, une quinzaine de pays, comme l'Angola, Botswana, Madagascar. Donc, ces pays-là, on prendra le cas du Botswana tout à l'heure pour discuter. Ces pays-là ont essayé de mettre en place aussi un mécanisme plus élargi ou qui essaie de créer une sorte de fonds de souveraineté qui sont on parle de 0,5% de royalties, qui est un peu des compensations que les entreprises minières doivent faire au gouvernement, aux États. Parce qu'on dit État, ce n'est pas seulement le président, bien ses ministres, non, ça prend en compte tout le monde. Donc, il y a un peu ça qui accompagne cette politique au niveau de l'Afrique australe. Donc, il y a le tribunal minier et puis il y a aussi des accompagnements concernant tout ce qui est problèmes environnementaux qu'il faut couvrir effectivement pour éviter des impacts négatifs. Donc, à notre première séance, je crois qu'on parlait du Centre africain de développement minier, voilà, qui existe, qui essaie de réfléchir sur tout ce qui est politique minière et autres. Donc, hier, il y a la réunion, ils ont eu une rencontre ici de 4 au 8, comme vous pouvez le constater, du 4 au 8 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc, c'est fini, ça a pris fin hier, où c'était l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale qui étaient représentées, dont le thème était formalisation de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle pour un développement inclusif et une intégration régionale. Donc, vous voyez que concernant tout ce qui est politique minière, il y a des efforts qui sont faits, des efforts qui continuent d'être faits pour qu'on puisse penser développement durable, on puisse laisser aux générations à venir des ressources qui puissent être exploitables et des ressources qui sont saines. Concernant la CEDEAO, l'un des exemples que nous avons pris ici, c'est au niveau du Ghana. Le Ghana qui a développé, c'est vrai qu'on parle d'études d'impact environnemental, mais qui a associé à cette étude-là le principe de monitoring en utilisant des capteurs et l'intelligence artificielle pour pouvoir
pour pouvoir réussir tout ce qui est étude d'impact environnemental. Donc, dans tout ce qui est, dans le processus, comme il dit, ce sont des accompagnements, ce sont des enquêtes qui sont faites. On parle de consentement préalable, libre et éclairé. Donc, tout le monde, c'est-à-dire, on ne m'oblige pas à pouvoir m'exprimer. Il n'y a pas de contraintes. On ne doit pas me corrompre pour pouvoir dire ce que l'autre veut entendre. Donc, le Ghana a essayé d'introduire certaines innovations, comme la cartographie, en cartographiant certains aspects au niveau de la biodiversité, comme la garantie financière. Voilà, la garantie financière, donc mettre en place un fonds qui va contribuer qui sera comme une garantie. Et puis, le monitoring en utilisant tout ce qui est maintenant, qui prend en compte la nouvelle ère. Donc, il y a des résultats qui sont intéressants. Donc, ce sont des modèles au niveau de... C'est vrai comme j'ai dit, on a parlé de la CEDEAO. La CEDEAO a une politique en général, mais chaque État est souverain. Donc, en plus de cette politique-là, elle peut inclure d'autres politiques pour pouvoir apporter une certaine assurance à sa population, une certaine sécurité. Parce qu'une chose est sûre, tout ce qu'on fait, c'est la population d'abord, assurer le bien-être de la population et éviter des impacts négatifs ou à long terme, comme des zones qui ont été victimes de pas mal de radiations et autres aujourd'hui qui paient le prix fort. Donc, dans le principe de réhabilitation, parce que je crois qu'on avait aux sciences, à une des sciences, la deuxième science, la troisième séance, quelqu'un demandait un peu quels sont les critères de réussite pour dire que voilà, tel site ou bien tel site réhabilité a été un succès. Donc, ce sont des cas de figure. Comme je dis, et j'avais dit que l'un des critères les plus importants, c'est le côté visible. C'est le côté visible. Parce qu'on dit, ah oui, c'est réhabilité. Mais c'est réhabilité, puis par exemple, c'est fortement érodé. Ça veut dire qu'il y a problème. Donc, au niveau des critères, dans les principes, voilà, de tout ce qui est, pour accompagner cela, il y a les critères physiques et les critères biologiques. Donc, les critères physiques, ça prend en place la géotechnique. Donc, comme je disais encore, tous les domaines ont leur mot à dire pour accompagner, que ce soit les topographes, les géotechniciens, tout le monde a son mot à dire dans tout ce qui est processus de réhabilitation. Il y a l'érosion contrôlée, donc qui fait appel pour résoudre ce problème aux spécialistes en sciences du sol et aux agronomes. Et la qualité de l'eau, ça dépend des sites. Ça dépend des sites. En zone aride, par exemple, comme le cas de Bengueri, où le site minier c'était une zone fortement aride qui était loin de l'impact des eaux. Donc, c'est toujours bien de pouvoir voir. Mais par exemple, ça, c'est un des sites. Mais par exemple, lorsqu'on va dans certaines zones, dans certaines villes qui sont un peu plus ou moins balnéaires, comme Diof Lasfa et autres, c'est clair qu'il y a toujours une étude qui doit être faite au niveau de la qualité de l'eau pour voir s'il y a une certaine conformité. Et maintenant, nous avons les critères biologiques. Donc, les critères biologiques qui est la couverture végétale. On doit voir effectivement, tu dis non que tu vas réhabiliter avec les arbres et autres. Mais tu nous plantes des arbres qui ne poussent pas. Donc, ça veut dire que voilà, tu as réhabilité, mais la réhabilitation n'a pas réussi. Il y a la diversité spécifique, 60% d'écosystème original. Donc, dans le processus de réhabilitation, on parlait du fait qu'il faut tenir compte des espèces locales. Ça, c'est le minimum. Parce que pour assurer la réussite du système, aller prendre d'autres espèces pour ajouter au site peut représenter un danger ou bien peut-être peut être un frein à la réussite de la restauration du site. On dira de la revégétalisation. Donc, utiliser des espèces locales, c'est un avantage et ça accompagne le processus et le succès de la réhabilitation. Et puis, recoloniser les espèces. Donc, si par exemple c'était une grande forêt et autres, plus la forêt va se développer, il y a des espèces qui avaient disparu qui vont commencer à revenir, comme aussi on peut ajouter d'autres espèces qui avaient disparu, les faire revenir dans leur environnement local. Donc, au niveau des mécanismes, on veille à ce que ce mécanisme mis en place soit effectivement 100%. Donc, 100%, c'est-à-dire la caution bancaire qui est 60%, parce qu'il disait que souvent, on met en place une sorte de compte séquestre pour pouvoir réhabiliter après. Il y a la police assurance qui est 10%,
le dépôt cash qui est 25%, et puis le fonds dédié qui est 5%. Donc 5%, ça dépend, ça peut contribuer à tout ce qui est développement local et autres, qui peut accompagner cela, et même création d'emplois et formation et autres. Donc ici, nous avons un exemple de coût de réhabilitation. Ici, on parle en général, on parle de plusieurs hectares, c'est-à-dire 50 hectares. Hier, on avait vu des réhabilitations de 500 hectares, de 5000 hectares. Mais juste vous donner une idée, pour voir un peu comment la réhabilitation coûte cher. Donc, ça coûte cher, mais on ne doit pas oublier aussi que la mine s'est fait, ça ne vaut rien par rapport à ce que la mine s'est fait comme bénéfice sur le site. Donc, pour une réhabilitation, on va prendre le coût direct. Pour une réhabilitation de 50 hectares, il faut entre 15 et 25 millions de dollars. Donc, on reste toujours dans le cadre écologique, hein, parce que même dans le cadre chimique et autres, ça sera encore plus cher. Parce que là, s'il faut faire entrer, il faut faire entrer tout ce qui est EDD, EDTA, tout ça là, ce sont des trucs qui sont encore plus chers. Mais en restant toujours dans le côté écologique, on est entre 15 et 25 millions de dollars pour pouvoir réhabiliter. C'est pour ça, généralement, le processus, c'est pour ça qu'on demande de mettre une pression aux entreprises minières pour pouvoir réhabiliter. Ou bien les ONG, aller en ONG, en créant une ONG pour pouvoir combattre cela, pour pouvoir mettre la pression. C'est une des meilleures formes. C'est une des meilleures formes pour pouvoir avoir cette effectivité dans la réhabilitation du site. Donc, qui parle de réhabilitation du site, c'est toujours un cadre légal. Ce n'est pas pour dire non, c'est comme si c'est du chantage ou bien non, on fait le chantage à l'entreprise minière. Non, non. De façon légale, c'est légal. C'est légal que l'ONG mette la pression à l'entreprise ou bien l'ONG mette la pression au gouvernement pour que vraiment la caution bancaire qui a été faite pour la réhabilitation soit effective, soit vraiment utilisée pour la réhabilitation et non pour dire non, que non, la caution déposée est allée dans une caisse centralisée de l'État, donc c'est pas possible, ou du moins c'est possible, mais vu que ça allait dans une caisse centralisée de l'État, et l'État dira souvent que non, comme c'est dans une caisse centralisée, on ne décaisse les fonds que par priorité. Parce que pour ceux qui sont dans le domaine, bien pour ceux qui sont dans certains aspects de ce secteur, ils vont beaucoup entendre ça. Non, on va décaisser par priorité. Donc, ce qui veut dire, lorsqu'on entend décaisser par priorité, ça veut dire que la réhabilitation n'est pas une priorité majeure. Mais de façon indirecte, on ne te dit pas ça. Sinon, il y a d'autres à qui on dit que la réhabilitation n'est pas une priorité majeure parce que dans les fonds décaissés, il y a des urgences à régler. Donc, ce sont des cas de figure. J'avais parlé du monitoring. On ne réhabilite pas et puis on laisse, non? Donc, lorsqu'on réhabilite, il faut veiller à ce qu'il y ait un coût laissé pour le monitoring. Et c'est très important. Ici, dans le cas, ça pour un monitoring de 20 ans, c'est 5 à 8 millions de dollars. Et une maintenance. Parce que sur l'ancienne, j'avais présenté une photo où je crois que après, où je tenais une plante dans une pépinière. Voilà. La maintenance est très importante parce que il y a certaines espèces qui pourront peut-être qui vont soit se casser ou bien qui vont pas tenir le coup. Donc, il faut remplacer ces espèces-là dans le processus de réhabilitation. Donc, c'est en général, tous ces cas de figure qu'il faut prendre. Donc, au niveau de l'État essaie de développer une sorte de principe. Donc, on dira l'État développeur. Donc, en ce sens que c'est toujours dans le cas du partenariat public-privé où l'État décide d'accompagner tout le processus pour que, comme je disais, cela se fasse effectivement. C'est-à-dire l'État aussi a ce moyen de mettre la pression et l'État a ce droit-là de mettre la pression. Mais si nous sommes trop dans un système, comme je dis, là où il y a les mines, il y a beaucoup de corruption. Si c'est pas effectif, c'est là que les ONG commencent à mettre la pression. Donc, si l'État se met dans un principe de développeur avec un aspect plus capitaliste, donc c'est clair que l'État va essayer de pouvoir accompagner cela. Et même ça, c'est effectif. Parce que très souvent, sur pratiquement chaque site, sur tous les sites miniers, il y a toujours un représentant de l'État. Il y a toujours un représentant de l'État parce que sur le site, l'État a sa propre part. Donc, par exemple, si l'État dit, ça dépend des codes miniers, des codes miniers ou bien des codes trucs, mais par exemple, l'État peut dire
par kilogramme de sol. Je ne dis pas que par kilogramme de gisement. Si, par exemple, tu me dis, on dit par exemple, sur 100 hectares, il y a de l'or, l'État dit, il n'y a pas de problème. Donc, quand tu vas faire parce que après, quand tu vas venir prendre tes blocs pour les mettre dans le gros camion, donc l'État te dit que par kilogramme que tu vas prendre, par exemple, par kilogramme, je vais prendre un exemple comme ça, par kilogramme, j'ai 50 centimes. L'État a 50 centimes. Je ne dis pas que c'est sur le gisement, je dis par kilogramme. Donc, ce qui veut dire que même en remplissant ton gros camion de sol pour aller en laboratoire pour pouvoir commencer le processus d'extraction, tu peux ne même pas trouver un minerai dedans, mais l'État te dit par kilogramme de sol, j'ai 50 centimes. Et très souvent, ces 50 centimes, on peut te dire non, 10 centimes vont à la communauté locale, 10 centimes vont à la région, 10 centimes vont comment on appelle ça, 10 centimes vont à la commune, 10 centimes vont à la région, et puis le reste va dans les caisses de l'État en tenant compte du compte, c'est qu'est-ce qui va être alimenté. Donc, dans ce processus, c'est pour ça qu'il dit qu'on peut mettre la pression, on doit mettre la pression aussi aux États parce que l'État est représenté sur la mine. L'État est effectivement représenté sur la mine pour suivre le processus. Et même que ce soit cette partie d'extraction, mais pour suivre aussi le processus sustainable, que ce soit effectif. Donc, du coup, dans certains pays, l'État va se présenter comme victime, mais non, elle n'a pas été victime. Elle a son représentant sur le site qui est chargé de pouvoir veiller effectivement à ce que, par exemple, le processus soit respecté et également à ce que la quote-part de l'État dont nous on en fait partie soit reversée. Donc, c'est clair qu'il y a des défis qu'il faut relever, qui sont des ressources humaines limitées. Ça dépend des pays, des budgets insuffisants et aussi des équipements qui sont vieillissants. Donc, une des solutions qui est apportée, c'est le renforcement des coopérations sud-sud. Les coopérations sud-sud, ça veut dire que, par exemple, dans le cas de la CEDEAO, c'est une coopération sud-sud. Lorsque, par exemple, le Nigeria et la Côte d'Ivoire décident, par exemple, de mettre en place une politique minière, ou bien lorsque le Bénin et la Côte d'Ivoire, ou bien le Ghana et la Côte d'Ivoire décident, par exemple, de mettre une politique pour pouvoir protéger ces ressources minières. Donc, c'est un peu comme aussi le Maroc qui décide, par exemple, de s'associer avec le Nigeria pour pouvoir, dans tout ce qui est pétrolier, dans tout ce qui est extraction pétrolière et autres. Donc, ce sont des sortes de coopérations qui peuvent être aussi des moyens de développement et des moyens de partage de bonnes pratiques. Parce que c'est clair que la loi qui est au Maroc ou bien qui est au Nigeria n'est pas la même que celle qui est en Côte d'Ivoire ou bien celle qui est au Ghana. Donc, ces partages d'expérience-là, c'est toujours un acquis, c'est toujours un avantage pour nous pour pouvoir revoir ou du moins adapter nos systèmes. Donc, c'est clair qu'il y a des performances qui sont enregistrées. C'est pas encore effectif, tout n'est pas à 100%, mais c'est à saluer déjà, il y a déjà des premiers pas qui sont faits. On va voir encore avec le Botswana, par exemple, qui est très, très avancé. Peut-être, il y a certains qui ne connaissent pas ce pays, mais moi, c'est un pays que je n'ai jamais visité, j'espère le visiter, mais quand je regarde déjà côté éducation, le gros boulot qui est fait, moi je suis amoureux de la politique qui est mise en place concernant le côté éducationnel. On parlait tout à l'heure de la communauté. Il faut laisser libre à la communauté de pouvoir dire je veux que la mine vienne s'installer ou bien je ne veux pas. Donc, si mon étude d'impact environnemental me dit la population n'est pas partante, il faut toujours trouver des palliatifs, il faut toujours voir comment pouvoir aller toujours en négociation. Donc, très souvent, il y a des enquêtes qui sont faites. Des enquêtes qui sont faites pour voir un peu, pour laisser la communauté parler. Et très souvent, c'est un peu ça. Nous, c'est que souvent, nous, avec le cabinet, on fait des enquêtes, que ce soit au niveau de la cacaoculture, au niveau de tout ce qui est éviaculture, tout ça là. Mais c'est un peu, dans les échanges, c'était ça. Dans les échanges, une fois, on devait faire une enquête et puis,
on hésitait entre faire un focus group ou bien des entretiens individuels. Et puis, il y a un expert sociologue qui a dit non. Pour cette mission qu'on va faire, je préconise qu'on fasse des entretiens individuels. Dans ce cas de figure, très souvent, c'est clair qu'on peut faire des focus group ou appeler tout le monde, ou bien les chefs des villages pour pouvoir faire les focus group. Mais très souvent, l'inconvénient des focus group, c'est que il y a certains qui sont influencés ou influençables dans la réponse à certaines questions. Donc, c'est toujours, pourtant, dans le principe, donc, les experts qui doivent tenir compte des différents cas de figure, pour que, effectivement, dans les enquêtes qui sont faites, la population ou bien celui qui a été enquêté puisse vraiment parler librement, sans contrainte. Et c'est un des points qui confirme que l'étude a été une réussite. Donc, nous avons les directives de la FAO et puis nous avons des conventions, des conventions avec l'Organisation internationale du travail qui ont été ratifiées pour tout ce qui est cadre national et cadre normatif international. Donc, au niveau des mécanismes, donc nous avons des assemblées citoyennes délibératives, tirage au sort représentatif, expertise, recommandation, et puis nous avons un budget participatif. Donc, la mine décide de donner 5% de ses revenus, soit au village ou bien à la région pour son développement. Donc, ça existe. C'est pas que ça n'a rien à voir avec de la gentillesse. C'est pas de la gentillesse. Voilà. Ça fait partie des obligations de la mine. Donc, c'est pas pour dire que non, celui qui est venu, ou bien le directeur de la mine qui est venu cette année, il est plus gentil que l'ancien. Non, non. Peut-être s'il est gentil, seulement qu'il a décaissé par rapport à celui qui ne décaissait pas. Mais ça fait partie de vos droits lorsque la mine s'installe. Donc, dans les cas d'exemple, nous avons le Mali. Au Mali, la mine d'or de Sadiola, où il y a eu 75% de participation des locaux dans le processus. Parce que dans la gouvernance participative, on dit que la population, la communauté doit être intégrée à la politique minière. Elle n'est pas à part. C'est-à-dire, on ne prend pas des décisions et puis on vient imposer. Non, non. C'est la communauté fait partie des décideurs et ensemble, on présente la politique à la population. Donc, au Burkina Faso, avec le complexe minier de Boungou, il y a eu une délibération participative. Et au Sénégal, il y a eu un budget de 2,8 millions de dollars avec une participation de 65% dans le processus de gouvernance. Donc, c'est clair que lorsqu'on voit ces taux-là, la population est plus ou moins investie à plus de 50%, et ça veut dire qu'elle a plus ou moins une conscience des enjeux par la présence de ces différentes mines. Donc, les conflits, je parlais des conflits, les conflits sur les mines, parce que pour parler des cadres juridiques, c'est qu'il y a eu, pour parler de justice, c'est qu'il y a eu, comment on appelle cela, il y a eu dommage qui a été créé. C'est parce qu'il y a eu dommage qu'on parle de justice. Sinon, s'il n'y a pas de dommage, on ne parle pas de justice. Donc, les différents conflits qu'on peut enregistrer sont de 3 types. Donc, c'est les conflits distributifs, les conflits environnementaux et puis les conflits territoriaux. Donc, les conflits distributifs, ça, comme nous le savons, c'est dans nos régions, c'est avec les revenus. On va dire non, le chef du village, c'est notable, n'ont pas tout déclaré. Et ça, c'est monnaie courante. Voilà. Lorsque la mine s'installe, le chef du village ou bien le sous-préfet de la région, c'est la tête à abattre en griffe. Voilà, donc c'est lui qui est l'homme à détester parce qu'on se dit que c'est qui reçoit, il ne déclare pas tout. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi du fait que sur les mines, il peut y avoir des soulèvements de la population parce que on va dire, mais la mine est venue s'installer, mais nos jeunes ne travaillent pas. La mine est venue s'installer, ils sont allés prendre des gens ailleurs pour travailler. La mine est venue s'installer, mais nous, on ne voit pas, à part notre eau qui pollue et même les voitures qui passent avec la poussière dans le village ou bien dans la ville, nous, on ne voit pas l'impact, on ne voit pas l'effet positif de leur présence sur nous. Donc, ça peut être source de conflit. Autre conflit, les conflits environnementaux, il parlait des poussières.
la mine est venue s'installer, notre eau est imbuvable. C'est pas normal. Donc, ça peut être la base de conflit. La mine est venue s'installer, le chasseur du village, parce qu'il y a d'autres dans... C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui sont représentés, mais dans nos pays, il y a certains qui ont pour fonction qui sont des chasseurs. Donc, la mine est venue s'installer, le chasseur ne peut plus travailler parce que tout son gibier est parti d'un autre, son gibier a quitté la région. Donc, il y a un problème. La mine est venue s'installer parce que la mine est venue s'installer, elle fait trop de bruit. Notre village, avant, il n'y avait pas de bruit, mais avec ces machines, tout ça, on ne peut pas dormir. Donc, ça va créer des problèmes. Depuis que la mine est venue s'installer, il ne pleut plus parce qu'elle a abattu tous nos forêts. C'est aussi un problème. Donc, la mine est venue s'installer. On n'arrive plus à partir au champ parce que c'est comment on appelle ça là. Avant, on avait dans cet aspect implanté, par exemple, il plantait mes cultures, ça poussait, mais maintenant, depuis que la mine est venue s'installer, rien ne pousse. Donc, ça peut être à la base de conflits. Les conflits territoriaux, la mine est venue s'installer, ça crée des histoires. C'est une forêt sacrée, elle ne doit pas avoir accès. Que, par exemple, nous, ils vont se dire, non, nous, c'est là-bas qu'on fait nos initiations, donc la mine ne doit pas s'installer là-bas. C'est la base de conflit. La mine est venue s'installer sans l'autorisation des chefs coutumiers. C'est la base d'un conflit. La mine est venue s'installer sans même prévenir quelqu'un, sans même prévenir les autorités. Donc, c'est un peu ces différents conflits à qui il peut avoir. Mais, comme il est dit, s'il y a un conflit, c'est qu'on doit résoudre. Donc, il y a plusieurs sortes de mécanismes de résolution. Dans le cas de la mine, il y a le côté traditionnel, ça existe partout. Il n'y a pas du contexte africain, toujours. Et puis, il y a la médiation communautaire. Donc, la médiation communautaire qui est beaucoup plus intéressante va prendre en compte cinq aspects. Donc, nous avons d'abord qui sont ceux qui sont fâchés, qui sont ceux qui sont en parlable, qui sont les différentes parties qui sont représentées là-bas. On va dire non, la mine est venue s'installer, ceci, cela, mais où sont les différents protagonistes et antagonistes? Après, qu'est-ce que vous reprochez à la mine? On va les écouter. Après, qu'est-ce que vous voulez comme solution? Non, bon, par exemple, comme solution, nous, on veut que, par exemple, il y ait, par exemple, tous les jeunes, tous les agriculteurs qui ont perdu leur parcelle, par exemple, travaillent à la mine. La mine est venue s'installer, la mine est venue s'installer, on veut que, vu que nos enfants vont à l'école dans une région, dans un village qui est un peu plus loin, on veut qu'elles construisent une école ici pour ne pas pour ne pas que nos enfants partent ailleurs. Parce que là où vous êtes venu vous installer, c'est là-bas où on voulait construire notre école. Donc, construire une école ailleurs. Donc, on essaie d'avoir des négociations. Et puis après, on trouve le juste milieu. Bon. On espère trouver le juste milieu. Il y a des villes et régions, on ne trouve pas le juste milieu, la mine des camps. Mais très souvent, il y a toujours un palliatif pour pouvoir toujours trouver le juste milieu. Donc, au niveau de la mine d'or de Tongon, c'est une mine d'or qui est à la frontière du Mali, là, je crois bien. Donc, il y a, en 2019-2021, il y avait des conflits comme ça qui ont été gérés, où la population avait il y avait des pollutions qui étaient enregistrées et il y avait pas mal de terres qui disaient être pris par la mine sans leur autorisation. Donc, il y a une médiation. Donc, il y a les ONG internationales et les chefs traditionnels ensemble qui étaient des médiateurs pour pouvoir trouver, comment on appelle ça là, pour pouvoir trouver le juste milieu. Donc, c'était Barry-Gold, c'est la mine. Et puis, il y a 14 villages, donc il y a 25 000 habitants. Donc, c'est-à-dire, modifier les parties prenantes, c'était les deux. Donc, modifier le quotidien de 25 000 habitants. Vous voyez comment c'est un peu plus grand. Donc, à ce sens-là, des compensations ont été trouvées. Il y a un fonds qui a été versé de plusieurs millions pour pouvoir essayer de régler ce conflit. Donc, sur les mines, généralement, il y a toujours des conflits qui sont enregistrés. Il n'y a pas une mine où il n'y a pas de conflit. Il y a toujours les conflits qui sont enregistrés sur les mines. C'est toujours parmi ces trois-là c'est très souvent parmi ces trois-là que les conflits sont enregistrés. Et on essaie de trouver les justes milieux. Je parlais des ONG. Donc, les ONG, les villageois peuvent aller dire, bon, non. Ou bien, moi, par exemple, je suis du village. Je connais une ONG. Je dis, OK, je fais appel à cette ONG-là pour que, ensemble avec les chefs traditionnels, on puisse mettre la pression
sur la mine pour pouvoir résoudre, pour pouvoir avoir une compensation. La compensation n'a rien à voir avec la mendicité. La compensation, c'est obligatoire. C'est obligatoire que il y ait compensation dans ce cas de figure-là. Donc, ça n'a rien à voir avec dire non, que c'est de la mendicité. Non, non. Ça fait partie des droits, ça fait partie, lorsqu'il y a revendication, ça fait partie des processus qu'il faut trouver pour résoudre. Et à l'issue de là, tout le monde trouve le juste milieu pour pouvoir résoudre ces différents problèmes. Donc, au niveau des différentes réformes, l'étude des cas, c'est le cas je parlais de la mine de Gerada au Maroc, qui a été plus ou moins, qui a été réhabilitée. C'était une ancienne mine de charbon. Donc, on parlait de l'Afrique de l'Ouest, mais l'étude d'impact environnemental aussi. Ça prend en compte le Maroc qui dit que au niveau de tout projet qui est supérieur à 10 hectares, il faut une étude d'impact environnemental. Donc, il faut évaluer aussi la politique de réhabilitation et faire un suivi avec les différents rapports. Et également, dans la réhabilitation, il y a un budget énorme qui consistait à combler 25 km de galeries, dépolluer les sols, donc c'est-à-dire dépollution de 180 hectares. On avait pour l'exemple pour 50 hectares, on avait dit que c'était entre 15 et 25 millions. Mais là, vous avez vu, on est à 180 hectares. Et puis, il y a la restauration écologique de 320 hectares reboisés. Comme on dit, dépollution des sols. Ça veut dire que sur la mine, toutes les parties ne sont pas polluées. Il y a des zones qui peuvent être utilisées autrement parce qu'elles ne sont pas polluées. Il y a des autres aussi qui peuvent être on peut utiliser des espèces, des différentes sortes d'espèces pour la phytorémédiation qui est c'est un peu soigner le sol par les plantes. Donc, le budget alloué, c'est 145 millions de dollars. Il y a 1200 emplois qui sont créés et puis il y a 70% de satisfaction. Donc, dans la législation minière, la nouvelle loi qui a été revue 33-13 au Maroc, qui dit que le développement, c'est-à-dire lorsque la mine s'installe, je vais résumer en ce sens, il faut d'abord un renforcement des capacités de la transparence. Donc, il faut renforcer la transparence pour que, parce qu'il disait que cette mine, on l'appelait la mine de la mort. Donc, parce que il y avait des enquêtes il y a pas mal d'enquêtes, vous pouvez voir sur Google après, ou bien sur YouTube, voir pas mal de vidéos de ces populations qui se plaignent parce que des impacts négatifs de la mine, certains enfants même qui ont abandonné l'école pour aller dans ces sites miniers, qui sont morts, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Vous allez voir plusieurs enquêtes comme ça. Donc, la loi qui a été prise dit que le développement local doit avoir un impact positif sur la communauté. Donc, quand tu viens t'installer, tu mets en place ton mécanisme, une sorte de transparence, et le développement de la zone, on doit ressentir ça effectivement sur la population qui bénéficie de cet aspect-là. Parce que l'étude d'impact environnemental prend en compte l'économie et la communauté. Donc, on doit véritablement sentir cela. Et donc, les mesures qui ont été prises renforcent ou apportent un grand bien à la population pour que la population aussi puisse rentrer dans une forme de compensation lorsqu'il y a des impacts négatifs qui sont créés. Le cas du Botswana, je parlais du Botswana. Le Botswana a mis en place un fonds souverain qu'on appelle le fonds souverain pour leur monnaie. Donc, le Botswana, hormis ça, quand je parlais du caractère éducationnel, le Botswana fait partie des pays où généralement leurs étudiants ont des bourses très consistantes, j'ai dit très bien consistantes, où généralement les diplômés, le taux de chômage des diplômés est très, très inférieur. Et quand je prends le cas, par exemple, des étudiants qui sont partis à l'étranger pour fréquenter, ils ont des bourses considérables. Même ceux qui sont là ont des bourses considérables qui leur permettent de pouvoir se prendre en charge antérieurement. Et en plus de ça, la réinsertion automatique se fait pour les étudiants qui reviennent de l'étranger ou même pour ceux qui ont obtenu leur diplôme sur place. Donc, ils ont mis en place un système pour éviter la fuite des cerveaux
C'est clair qu'il il peut y avoir des gens qui décident de rester là où ils vont, mais le système est fait de telle sorte qu'on puisse réduire la fuite des cerveaux. Donc, dans la politique diamantifère ici qui est mise en place, c'est un partenariat gagnant-gagnant où l'État met la pression, ou du moins s'entend avec la société minière de Buse pour pouvoir renforcer, ou du moins pour pouvoir protéger sa population, ou du moins pour pouvoir également mettre en place des normes qui puissent créer une stabilité, que ce soit pour le minier et même pour la région où la mine se fait. Donc, on a 50% de l'État et 50% des investissements techniques. Donc, il y a un conseil d'administration qui est mis en place et le fonds qui est mis en place va contribuer à plusieurs projets, que ce soit au niveau de développement local, que ce soit au niveau du développement du pays, pour que, effectivement, la mine venant s'installer, on puisse sentir le développement des jeunes de la zone et même également de la région ou même du pays. Parce que c'est pas normal que, par exemple, un pays soit diamantifère et puis on enregistre, par exemple, dans la région le plus fort taux de pauvreté. Pourtant, c'est une zone diamantifère. Donc, le fonds de souveraineté est mis en place pour pouvoir accompagner cela, pour pouvoir compenser. Nous sommes toujours dans le processus de compensation. Voilà. Parce que le développement local doit avoir un impact positif sur la communauté. Et ça, c'est très important. Je répète encore, le développement local doit avoir un impact positif sur la communauté. Donc, mais si il faut se développer seulement, et puis c'est le chef du village qui va rouler la plus grosse voiture du village, tandis que même certains n'arrivent même pas à avoir les 3 repas de la journée, ça veut dire qu'il y a problème. Donc, c'est un peu ces mécanismes-là, donc ce fonds qui est mis en place et puis qui est accompagné pour pouvoir réguler la bonne gouvernance. Donc, les cas de figure qui sont présentés, c'est toujours dans le cas des 3 processus dont j'ai parlé au niveau dans les premiers diapos, qui est la gouvernance transparente, qui a réduit l'impact, comme on appelle, environnemental, et puis qui est le côté socio-économique, qu'il faut les bénéfices socio-économiques dont la communauté aussi bénéficie. Donc, ça prend en compte, c'est tout le même processus qui est africain, qui, à plusieurs échelles, se fait ressentir. Voilà. On met en place de grandes lignes, mais on se dit que chaque pays est souverain. Donc, chaque pays, à son niveau, essaie de mettre en place d'autres systèmes pour pouvoir avoir un mécanisme gagnant-gagnant. Donc, concernant les défis, c'est clair que il y a, comme je disais, on peut dire que c'est quand même paradoxal. On demande à une mine, à une mine attendez, là je reviens encore, attendez, je reviens là. Et hier, on parlait d'énergie renouvelable. Au niveau de la mine des Gérada, il y a aussi le côté énergie renouvelable qui a été développé. Donc, c'est pour dire que sur une mine, tant que le financement est là, ou tant qu'il y a des financements conséquents, il y a plusieurs projets qui peuvent être développés et il y a même des projets à fort succès qui peuvent être mis en place pour pouvoir être bénéfiques à la population. Et donc, les défis, le côté paradoxal est en ce sens que on demande à la mine qui produit de rester dans le côté développement durable, tout en tenant compte en même temps, c'est-à-dire une mine, on sait que lorsque une mine, par exemple, une mine d'or s'installe, il y a beaucoup de pollution et autres, mais on demande à cette mine-là de développer, d'être une mine durable. Donc, en tenant compte de pas mal de choses, en tenant compte d'une gestion durable, de contrôler les ressources naturelles. Donc, ce sont des défis énormes côté environnemental. Donc, côté environnemental, ce sont des défis énormes, tout en tenant compte aussi de la demande. C'est-à-dire que ce soit au niveau du cobalt, au niveau du lithium, au niveau du graphite, au niveau de l'uranium. La demande est forte et en même temps, on demande, dans la production de cette demande qui est forte, il faut rester responsable. Il faut protéger ces ressources naturelles. Donc, c'est clair que c'est un défi énorme
Et en même temps, on demande, tiens, c'est toujours important parce que en même temps que vous êtes en train de développer vos mines, il y a des défis qu'il faut tenir compte, comme la supervision par les satellites, comme en utilisant l'intelligence artificielle au niveau des blockchains, des IoT, tout cela, tenir compte de cela. Donc, il y a des mines. Pour une mine artisanale, lorsque tu viens lui parler de ça, c'est un gros défi. Mais en même temps, tenir compte aussi de l'aspect climatique. Donc, de tous ces aspects-là pour dire non, tu es en train de, la mine doit être durable, il faut polluer moins, mais en même temps, il faut mettre en place un système de telle sorte que tu puisses réduire ton empreinte carbone. Donc, les défis sont énormes au niveau des différentes mines, mais ce n'est pas impossible. C'est à nous maintenant, avec tous ces défis qui sont mis en place, la législation est claire, de pouvoir mettre la pression pour que tout cela soit respecté, pour que lorsque il y a un manquement qui est observé, on puisse déjà sonner l'alerte pour que cela soit pris en compte et non attendre lorsque les dégâts sont grands pour pouvoir venir se plaindre. Et quand c'est comme ça, c'est déjà trop tard. Donc, déjà, les ONG, rentrent en contact avec les ONG internationales et autres pour ces cas de figure où des pollutions énormes sont observées. Et puis, par ces ONG-là, pouvoir rentrer dans sa compensation. Comme il dit, au niveau de la législation, il y a 3 aspects importants. Bénéfices socio-économiques, impact environnemental, il faut minimiser l'impact environnemental. Et puis, il faut une transparence dans la gouvernance. Donc, c'est ce qu'on peut retenir de ce module-là dans tout ce qui est aspect juridique qu'il faut mettre en place. Lorsque cela n'est pas, il y a un manquement, ça veut dire qu'il faut attirer l'attention des décideurs pour que tout le monde puisse rentrer dans ses droits. Donc, pour conclure, on peut dire que les cadres normatifs africains se renforcent significativement, influencés par la vision minière africaine et les standards internationaux. Nous avons des mesures de mise en œuvre qui demeurent considérables, telles que les capacités institutionnelles limitées et puis les pressions économiques internationales. Donc, l'harmonisation régionale progresse, mais reste inégale entre les différents blocs économiques. J'en ai parlé tout à l'heure, parce que voilà, il faut tenir toujours compte de certaines réalités. La participation citoyenne et la gouvernance participative deviennent des piliers essentiels des nouveaux cadres juridiques. Il faut intégrer la communauté. Voilà, il faut intégrer la communauté dans la gouvernance pour que tout le monde puisse se sentir, pour que le projet soit le nôtre et non le projet soit juste pour la mine. Donc, pour conclure, l'avenir de la restauration minière, et ça, c'est une phrase que je trouve très intéressante, l'avenir de la restauration minière africaine dépendra largement de cette capacité collective à construire des institutions résilientes. Donc, résilientes parce qu'il faut tenir compte des réalités de chaque. Et démocratique, écouter tout le monde et écologiquement responsable pour la protection de l'environnement. Donc, merci à tout un chacun. Vous pouvez scanner. Là, en scannant, vous allez trouver mon compte ResearchGate, mon compte, ma page Facebook et puis ma page LinkedIn pour ceux qui peut-être souhaiteraient échanger après et autres. Donc, merci à tout un chacun. C'est un peu... Donc, c'était un plaisir pour moi durant ces 4 séances-là, d'échanger, de présenter un peu ce que j'ai appris. Donc, je suis maintenant disponible pour les questions et autres. Merci. Oui, Tabanou? Ok, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le présentateur. Merci beaucoup. En tout cas, pour